Voilà, ça a commencé donc. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire orienté formation et culture santé sécurité dans l'IPC. Donc je me présente très rapidement et après je laisserai Isabelle et Laurent se présenter. Donc je suis Joshua Mott, je suis chargé de mission affaires sociales de l'UNIDIS, donc fédération patronale de la branche de production et transformation des papiers et cartons, mais également en charge avec Isabelle, mais tant d'autres personnes, de bien d'autres aspects pour l'ensemble de l'industrie papier-carton, donc de l'IPC, et notamment la santé sécurité au travail, par le biais de différentes actions et outils qu'on peut mener. Et aujourd'hui, on est présent pour vous parler de l'offre de formation, pour vous aider, vous et l'ensemble des entreprises de l'IPC, à développer une culture et un leadership plus fort sur le volet santé, sécurité, conditions de travail, avec notre partenaire nouvellement labellisé par IPC Formation, qui est Interfora. Donc vraiment, c'est un sujet qui nous tenait à cœur en tant qu'organisation, que ce soit patronale, syndicale, mais également organisation de formation, pour développer tout ça avec vous pour vous faire progresser au fur et à mesure. Et je vais laisser la parole rapidement donc à Isabelle et après on laissera Laurent d'Interfora mener de main de maître tous ces échanges et ce webinaire, mais je serai là en relais si besoin, notamment pour les questions. Bonjour à tous, Isabelle Marguin. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis en charge de tout ce qui concerne la promotion des métiers, le recrutement, la formation dans notre industrie papier-carton. À ce titre, je dirige deux associations qui sont gouvernées par les fédérations professionnelles qui sont les vôtres, à savoir IPC Campus qui anime le réseau des CFA et surtout œuvre pour la promotion des métiers, l'attractivité, la visibilité de la filière dans tous les territoires. Et par ailleurs, une autre association qui, elle, est organisme de formation. C'est votre organisme de formation de branche qui s'appelle désormais IPC Formation et qui propose une offre complète sur tous les secteurs du papier carton, hein, de la fabrication de la pâte jusqu'à la fabrication des produits imprimés, et s'appuie sur un réseau de partenaires qui est composé aujourd'hui d'une cinquantaine de formateurs, tous experts des sujets à la fois techniques, mais aussi de l'application de ces compétences dans les sites de l'industrie papier-carton. À ce titre-là, nous avons beaucoup de compétences sur le cœur de métier. Et aujourd'hui, il nous avait semblé vraiment essentiel de développer l'offre sur la santé-sécurité. Et c'est pourquoi nous avons labellisé un nouveau partenaire en début d'année 2026, qui est Interfora, que Laurent Derue vous présentera tout à l'heure, et qui a cette spécialité d'être à la fois un expert du monde de l'industrie chimique, pas si éloigné que ça en termes industriels de nos industries papetières et cartonnières, et à développer des compétences sur des points qui nous intéressent énormément dans notre industrie, à savoir la conduite de chaudière pour la production d'énergie et notamment la production de chaleur, hein, sur le traitement de l'eau et sur, enfin, la culture sécurité avec une vraie expertise déjà éprouvée dans l'industrie chimique et qui nous a semblé vraiment important de vous présenter dès lors qu'elle pourra s'appliquer sur les sites de production papetière ou cartonnière. Donc, merci à Laurent Derue et son directeur Stéphane Bonzi de s'être mobilisé pour ce webinaire qui sera donc mis en ligne également pour informer l'ensemble des adhérents à nos fédérations. Très bien, je suppose. C'est tout bon, Isabelle? C'est tout bon. D'accord, ben, merci Isabelle et Joshua pour cette introduction. Très rapidement, Interfora IFAIP, comme l'a très bien résumé Isabelle, est rattaché à la branche de la chimie. Mais vous allez voir que c'est historiquement le centre de formation d'Aaron Poulenc. Enfin, vraiment, on a un cœur d'activité propre à la chimie et au génie du procédé, avec des clients industriels qui sont la plupart du temps à risque majeur. Et vous allez voir que à travers cette thématique qu'on va aborder lors de ce webinaire, c'est pas encore un séminaire, on touche plusieurs secteurs d'activité en fait, et quels qu'ils soient, d'où l'importance de bien choisir les interlocuteurs, les intervenants, vos intervenants sur ce sujet-là. Alors pour ma part,
Je suis donc Laurent Derue, je suis responsable de l'activité management au sein d'Interfora. Je suis issu d'une école militaire, j'ai servi au sein de l'institution du ministère de la Défense en tant qu'officier parachutiste et j'ai quitté l'institution suite à un grave accident de montagne. Été reconverti, entre guillemets, par mon domaine de compétences dans le milieu du management industriel, donc j'ai jamais fait que manager, et dans différents secteurs industriels. Et puis, mon appétence et mon histoire a fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de passer de l'autre côté et d'apporter humblement mes compétences et ma vision des choses au sein d'Interfora IFAI pour notamment développer la culture sécurité au sein de l'encadrement des managers, bref, d'un rouage organisationnel essentiel dont on va évoquer l'existence et l'action dans le cadre de ce webinaire. Donc voilà ce qui justifie humblement ma présence parmi vous, sachant que je suis souvent qualifié d'expert. Je ne sais pas si je suis expert, en tout cas, je peux vous dire que sur chaque projet, je doute sur ma capacité à pouvoir mobiliser mes clients industriels sur la question. Car, de surcroît, chaque problématique industrielle et de nos clients industriels est différente. Alors, toute notre valeur ajoutée, c'est de passer tête haute, d'apporter une vision et de la faire porter à l'interne, et ensuite d'apporter une forme de contrainte en termes d'orientation des choix qui vont être faits au sein de l'entreprise. Voilà, il faut bien intégrer ça, on est très humble. Et d'ailleurs, je vous présenterai quelques retours d'expérience en fin de webinaire, donc restez bien avec nous. Josué a planté le décor et je l'en remercie, hein. Clairement, je vais être un peu dans un monologue dans un premier temps, ce qui n'est pas ma passion, mais n'hésitez pas à faire valoir des questions ou, dans tous les cas, à échanger avec nous, Isabelle, Josué et moi, en fin de mon intervention. N'hésitez pas, vraiment, c'est ce qui nous anime, hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai à disposition d'Isabelle et Joshua le support que je vais utiliser, hein. Vous allez voir que c'est un support qui permet d'orienter le discours. Alors, je tiens aussi à souligner que je représente 4 personnes. Enfin, on est une équipe de 4 à travailler au développement de la culture d'entreprise, in fine, via le prisme santé, sécurité au travail et industriel. Donc, ces profils-là sont tous des industriels. Voilà, ce sont tous des gens qui ont été en responsabilité et qui, globalement, savent de quoi ils parlent et qui suivent une ligne de conduite qui est devenue commune. Donc ça, c'est important. On est 4 à porter le même message et on vient de différents horizons industriels. Moi, je suis un petit peu l'écart type de cet horizon-là par rapport à mon passé initial, mon parcours initial. Alors, comme tout webinaire qui se respecte, moi j'ai envie de vous présenter de manière la plus claire et précise comment, à travers IPC, Campus Formation et Interfora, nous accompagnons demain et nous avons accompagné des industriels, quel que soit leur secteur d'activité, vous verrez. Et puis, on va mettre la focale parce que c'est là où vous allez vraiment, on va objectiver les choses et basculer dans une relation d'investissement sur l'avenir à travers ce qu'on appelle, nous, l'état des lieux. Les verbatims nous appartiennent, mais ils sont complètement discutables, négociables, puisque nous n'avons pas la science infuse et on s'adapte au verbatim, à la culture d'entreprise. Donc, mais nous, on appelle ça un état des lieux. Avant d'agir, regardons, objectivons. Et ça demande un peu de technicité et de prise de recul. C'est ce principe de tête haute que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la promesse, c'est que, à l'issue de ce webinaire, j'espère que vous aurez identifié des clés pour construire une feuille de route, entre guillemets, robuste. Vous verrez en cours de mon développement pourquoi je mets robuste, entre guillemets. Et surtout, identifier comment mobiliser les rouages organisationnels que représentent vos managers, quel que soit leur strate et leur niveau de responsabilité. Et puis, j'ajoute les encadrants et je préciserai également pourquoi. Pas que, mais j'ajoute cette population-là essentielle dans l'entreprise. Voilà. Sans oublier l'appui management. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de personnes des ressources humaines parmi vous. L'appui management que représentent les HSE, l'appui management ou organisationnel que représentent les partenaires sociaux, et puis bien sûr les leaders, entre guillemets, qui portent, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, mais qui font partie intégrante des équipes, vraiment un intérêt pour la santé et sécurité au travail et l'environnement et la sécurité industrielle, toute cette thématique un peu transverse, mais ma foi très humaniste. Donc voilà un petit peu le sujet. Donc
on va commencer par l'état des lieux et les axes de progrès, et puis ensuite on ira activer le levier on appelle management ou leadership. Vous verrez que ça dépend à quelle population en fait on s'adresse, voir à quel niveau de maturité vous êtes vous à l'interne, et puis ce que vous avez déjà fait au profit de cette population et des objectifs qui leur incombent. Voilà. Donc pourquoi se préoccuper de tout cela? Tout simplement parce que nous, on s'est spécialisé par la force des choses, parce que c'est notre histoire d'entreprise plutôt type PME qui représente une grosse partie du tissu social et économique en France et du volume humain des salariés du privé. Donc c'est plutôt intéressant car c'est un monde qui ne triche pas. C'est un monde très réactif. On est en prise directe avec les comités de direction et les partenaires sociaux. Il y a peu d'inertie. Dès qu'on a donné du sens à l'action, ils se mettent en mouvement. Et la difficulté, plutôt, c'est d'arriver à consolider les résultats produits. Parce qu'ils ont des ressources qui sont plus réduites que les grands groupes industriels avec lesquels on travaille également. Et des grands comptes, on appelle ça des grands comptes. Certains d'entre vous l'êtes peut-être. Et du coup, on sait très bien qu'on doit raisonner aussi ressources. Donc voilà, je peux vous donner d'autres éléments parce que j'ai un peu travaillé sur le sujet. C'est que on va aussi chercher cette population-là car le niveau de culture d'entreprise et de sécurité en particulier, ben, il y a un vase communicant direct avec les résultats de sécurité. Et je vais aller dans les chiffres pour vous montrer un petit peu tout cela ou les tendances chiffrées. On sait par exemple que la population homme est précaire, c'est celle qui se blesse le plus dans le monde industriel. Mais on sait aussi qu'en fonction de la maturité de la culture sécurité, d'entreprise, mais de sécurité en particulier, on sait que 90% des victimes des accidents du travail sont des anciens, des gens qu'on pourrait caractériser d'experts, qui rayonnent au même endroit depuis des décennies et qui ont toutes les bonnes raisons, normalement sur le papier, de ne pas se blesser. Ils sont même tuteurs la plupart du temps de ceux que vous leur confiez, des emplois précaires par exemple, ou des alternants. Eh bien, c'est tout le paradoxe, ça. Ils ont tout pour pas se blesser, et pour autant, quand on regarde les statistiques, c'est ceux qui nous posent problème, en plus d'un point de vue statistique, mais en plus en termes de levier d'action. Est-ce qu'on leur fait réavaler l'ensemble des procédures sécurité? Est-ce qu'on leur fait un accueil sécurité tous les ans? Enfin voilà, ça va générer des problématiques, et cette problématique, elle est réelle au niveau de vos encadrants et de vos managers de proximité par rapport à cette population. Donc globalement, on va agir sur l'inégalité sociale. Voilà, il y a des entreprises où, quand on est employé, on a plus de probabilités que d'autres de se blesser. C'est vrai, bien sûr, au sein des secteurs d'activité. Là, on est à l'IPC, on pourrait comparer avec l'industrie chimique et l'industrie métallurgique que je connais bien, la production énergétique. Enfin, voilà. Eh ben, en fait, on se rend compte que dans ces secteurs d'activité, il y a déjà de l'inégalité sociale en fonction de la culture d'entreprise. Donc, ce n'est pas une finalité, c'est plutôt une fatalité, c'est le terme que je cherchais, que d'avoir plus de blessés parce qu'on est dans le bâtiment, quoi. Voilà, globalement, c'est ça. Après, il y a des facteurs clés liés aux ressources, ça c'est clair, et il faut en tenir compte, sinon on crée des usines à gaz qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc la sécurité, pour nous, ce n'est pas une destination, c'est un moyen d'emmener tout le monde ensemble vers cette destination. Hein. C'est une thématique qui est en d'autres termes synergique, c'est important ce que je vous dis. Alors, pourquoi d'un point de vue chiffré se préoccuper? Quelles sont les entreprises un peu plus concernées justement par cette notion de développement de culture sécurité? Je vous ai pris des exemples en fait qui sont vraiment probants. Ce qui est clair, c'est que si on raisonne taux de fréquence, on va commencer à travailler avec des entreprises qui ont du mal à descendre dans leur taux de fréquence, qui commencent à stagner. Généralement, ça se situe aux alentours de 10, 12, voilà, 10, 12, entre 8 et 12, voilà. Et encore, ce que je vous dis, ça n'engage que moi, c'est pas dans les bouquins, ok? C'est très empirique. Mais globalement, on sent bien que ces entreprises-là ont une organisation qui commence à être robuste, elles ont des appuis management, elles ont des animateurs, de la prévention des risques, etc. Mais elles sentent aussi qu'elles arrivent au champ limitant de leur organisation en termes de performance collective et qu'il faut passer à autre chose. Et elles commencent à en avoir idée de sur quoi il faut avancer, mais elles sont timides. Ça demande des compétences managériales ou autres spécifiques, et elles ne les ont pas, elles viennent de la technique et de l'organisation. Et là, vous voyez un schéma, j'ai repris la certification MAS, je ne sais pas si vous connaissez,
mais c'est une certification qui se base sur un référentiel créé par des industriels pour des industriels, donc qui est plutôt opérationnel par rapport aux normes ISO que vous connaissez. Et le MAS permet à des entreprises certifiées de pouvoir accéder à des chantiers ou travailler sur des sites à risque majeur C2O, seuil haut. Donc, on acculturise, on structure l'entreprise pour acculturer, en d'autres termes, les opérationnels. Et là, vous voyez une évolution des taux de fréquence. Alors, je vais mettre mes outils en place. Donc, vous avez en vert le taux de fréquence 1, ça doit vous parler. En rouge, le taux de gravité. Et globalement, on voit, et c'est en abscisse, qu'en fonction de l'ancienneté à la certification, donc plus on a passé de certification, plus, en fait, il y a un lien direct, on le sait, c'est un constat, il n'est pas négociable, en fait, il est empirique, il est vérifié. Ben, plus le système est à date, plus le niveau de sécurité est performant. On le voit, voilà. Et ce sont des entreprises qui sont de taille PME la plupart du temps et très observées par l'association MAS, puisqu'elles ont des comptes à rendre. Derrière, on va sur des sites à risque majeur, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Donc, on voit qu'il y a un lien direct entre ce qu'on met en place et les résultats, sécurité. Alors là, alimenté par les taux de fréquence et taux de gravité, j'ai utilisé les éléments qui sont à notre disposition. Nous, on est certifié MAS, quand bien même on est un organisme de formation. Mais on l'a fait pour être cohérent par rapport à nos industriels. Et en fait, on cible cette partie-là au bout de 3 renouvellements de certification. Vous voyez, on n'est pas loin de l'antériorité de 10 ans de certification. Ben, on constate dans ces entreprises bien structurées, qui commencent à avoir une organisation robuste au sens elle est en place et portée, ben, une stagnation du front. Ça évolue plus trop. Et en fait, pour imager cela, vous devez connaître, je pense, cette approche TOFH, c'est-à-dire que pour commencer à réduire les événements accidentels, quels qu'ils soient, pour faire simple, ou diminuer le taux de fréquence, il faut se préoccuper d'abord de avec quoi les gens travaillent. Ça, généralement, ça nous amène sur des taux de fréquence déjà comparables à d'autres secteurs qui n'en ont pas le souci. J'ai des exemples, je ne vais pas commencer à les énoncer ici, ça doit vous parler. Ensuite, on le voit, et c'est tout ce que je viens d'essayer de vous exprimer, que dès qu'on s'organise, dès qu'on s'est assuré que l'outil était adapté en bon état et conforme à ce pourquoi on voulait l'utiliser, et qu'on organise le champ des compétences, des habilitations, de l'entretien du matériel, qu'on met de la sécurité, des gens qui vont animer la prévention pour faire passer tête haute les opérationnels, etc., on voit que ça continue à progresser. C'est l'objet de ce que je vous ai présenté juste avant. Et on voit aussi à un moment donné que si on veut s'approcher du zéro événement, voire l'atteindre, il n'y a pas d'échappatoire. C'est l'état du savoir actuel, hein. Il faut aller chercher cette notion de facteur humain. Et là, on change de parcours. Là, ce ne sont plus les mêmes compétences. Comment fonctionne un cerveau humain? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens vont vous rejoindre dans les idées, donc potentiellement dans les actes? Et si ces actes sont réfléchis collectivement, les gens ne vont-ils pas défendre cette action puisqu'elle émane de leur réflexion, etc. On voit que là, on rentre dans une autre dynamique, celle de la performance collective, et on s'éloigne de l'individu, le simple port de l'EPI. Voilà. Eh bien, cette dynamique-là nous permet, quand on travaille à culture d'entreprise, de franchir ce gap, ce plancher, de casser ce plancher pour aller chercher les résultats beaucoup plus efficients au niveau du facteur humain et de tendre vers le zéro. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe. Ce n'est pas facile, c'est une vérité. Et on voit bien, en revanche, et c'est le message clé, vous verrez quelques messages clés dans mes slides, que la maturité du système ne garantit pas la maturité de votre culture. Il faut aller chercher autre chose. Voilà. Alors, quand on a dit cela, en quoi on peut vous aider? Ben, en créant déjà une forme d'ingénierie, c'est-à-dire en non pas comme des sachants vous dire que faire, mais en mettant en place un dispositif qui va vous mobiliser intellectuellement, qui va mobiliser vos ressources, dans le but d'obtenir des objectifs opérationnels chiffrés, ne serait-ce que pour avoir un retour d'investissement visible au profit de celles et ceux qui se seront engagés dans l'action. Donc, l'ingénierie de la culture d'entreprise, on parle bien d'une culture d'entreprise et je démystifierai tout cela tel que nous, on porte cela à l'interne, c'est déjà de regarder un petit peu de quoi on part. C'est super important. On voit trop de structures envoyer des men in black et puis dire, ben voilà, on a une culture américaine, vous êtes très latin, mais voilà ce qu'il faut faire, on vous garantit le résultat.
Et on voit des retours de flamme, mais de fou, quoi. De fou, avec l'obligation ensuite de reprendre des rames, parce que revenir en arrière quand on a agi sur l'humain, c'est vous exposer à de la sueur et à de la consommation d'énergie très forte. Donc autant éviter d'y aller. On voit aussi des démarches, euh, par exemple la démarche latine qui consiste à prendre soin des uns et des autres, ne pas fonctionner dans des entreprises, je suis un peu caricatural volontairement, à culture anglo-saxonne, où le premier vu, il est sanctionné. Là, on demande de la cohésion, de la vigilance partagée, quand avant, on créait un silence organisationnel, moins les chefs en savaient, plus on était tranquille. Et si cet état des lieux révèle ce type de culture objectivement, ça conditionne déjà ce qu'on va faire derrière. Voilà. Donc l'état des lieux, pour nous, il est incontournable. Qu'il soit fait avec nous ou d'autres, peu importe. On préfère le faire parce que comme ça, on sait d'où on part. Derrière, il y a une notion de phase de co-construction. On n'a pas la science infuse. On a réussi, sinon je ne serais pas derrière votre PC. Mais par contre, j'ai pas tout réussi. Et ça contribue à notre apprentissage. On vous en fait valoir la réalité avant que vous mettiez les doigts là où il ne faut pas. Donc on est vraiment dans du conseil avec de la formation intégrée, ou plutôt de la formation avec du conseil intégré, on le verra plus tard. Donc là, vous allez voir que ça répond à... On a une identité sur comment on co-construit ensemble et qu'est-ce qu'on va aller chercher pour que derrière, on puisse transférer le centre de gravité au bon endroit organisationnellement pour que l'ancrage des résultats s'instruise dans le temps et qu'on rentre bien dans un processus d'amélioration continue qui ne représente pas que des techniques, pardon, mais qui représente surtout un état d'esprit. Je progresse petit à petit, je consolide pour pas revenir en arrière. Souvent, on progresse d'autant plus quand il y a eu un événement grave. C'est du développement durable que de penser aux générations futures et d'agir, euh, quelquefois en mode réaction, sur un événement grave pour faire en sorte que les générations futures n'aient pas à vivre les mêmes choses. C'est très humaniste. C'est très humaniste. Et la question de... Il y a peut-être des décideurs parmi vous, ou des décideuses, bien sûr. Quelle image vous laissez de votre gouvernance quand vous partirez? Quand vous partirez, vous voulez que les gens disent quoi de vous? Qu'on a réussi économiquement? J'espère, je vous le souhaite, c'est quand même une des priorités des entreprises qu'on représente. Mais éthiquement, et ça c'est une question essentielle. Je le sais d'autant plus que quand je la pose, je crée de la réflexion. Donc ça veut dire qu'elle est essentielle. Donc le message clé, c'est qu'à un moment donné, c'est pas ce qui est écrit qui protège, c'est réellement ce qui est fait, d'où cet état des lieux, pour basculer en mode amélioration continue. Alors, la culture d'entreprise, pour nous, Interfora, IFAIP, c'est simple en fait. Alors, vous tapez ça vous allez chercher l'IA, vous allez trouver Watt 1000 définition. Nous, on s'en est fait une, la nôtre, qui consiste à identifier que la culture d'entreprise, c'est l'empreinte vivante d'une organisation. C'est pas un affichage, c'est concrètement ce qui se fait. C'est l'empreinte vivante, l'empreinte, c'est-à-dire elle laisse des traces pour les générations futures, car elle façonne les comportements, guide les décisions, les prises de décision, et donne du sens à l'action collective. C'est ça qui va nous orienter, nous. C'est l'action collective. La réussite individuelle nous intéresse moins, elle nous intéresse, mais moins que la réussite collective et l'action associée. Et pourquoi? Parce que, et ça se voit, tout cela augmente la résilience de l'entreprise face à quoi? Aux aléas. On voit les entreprises agiles complètement alignées avec leur culture d'entreprise face aux aléas. Et ma foi, une entreprise, et vous le savez, c'est important que l'ensemble des humains qui constituent cette micro-société soient capables de réagir face aux aléas à tout niveau. À tout niveau. Et bien sûr que sur le champ de la santé et sécurité au travail, vous me voyez peut-être arriver avec notamment ce qui peut s'appeler les situations dangereuses. À tout niveau. Donc ça, c'est vraiment notre cœur, notre identité. Alors cette identité, elle va s'appuyer sur une première phase qu'on appelle l'état des lieux, qui doit nous donner une vision à 360 degrés, vous voyez l'expression, pour être sûr de ne pas se tromper dans nos choix ultérieurs. Alors, pour bénéficier de ce potentiel travail avec tête haute, avec hauteur, on va mettre en place une instance de pilotage adaptée à la taille de l'entreprise. Et on a très soif d'y mettre des représentants des salariés. On fait avec eux, pas en parallèle. Et ça nécessite d'ailleurs un plan de communication à l'interne qu'on contribue à favoriser.
Donc, on va mettre une instance de pilotage élargie. Ce n'est pas le panache du chef, entre guillemets, c'est le panache de l'humain dans l'entreprise. Et on va transformer tout cela en projet d'entreprise. On dépasse le simple champ d'une formation quand on veut développer une culture d'entreprise et de sécurité en particulier. Vraiment. Et donc, il faut l'instruire dans le temps. Faire des promesses pour avoir à rendre des comptes à la famille d'une victime. On rend des comptes quand à un moment donné, on a, ne serait-ce que cela, à expliquer pourquoi ça s'est passé. Voilà. Donc, autant éviter d'y aller, ou alors d'y aller direct et de faire des paris sur l'avenir en passant en mode action. Alors, nous, on utilise le symbole d'une boussole parce qu'on est là pour vous orienter. C'est très important pour nous. Il y a plusieurs orientations possibles, en fait. Et on n'a pas on n'est pas sachant là-dessus. Et cette méthodologie, elle s'appuie sur 4 piliers pour nous, qui permet, vous voyez, c'est schématique, il faut bien à un moment donné qu'on mette du visuel, c'est pas aussi simple que ça, mais nos 4 piliers sont très concrets. Il s'appuie sur l'état des lieux, enfin l'état des lieux, pardon, va représenter ce socle sur lequel vont s'appuyer 4 actions, dont un est le questionnaire, c'est-à-dire on va utiliser une application qui permet de faire du quantitatif, c'est-à-dire, si vous êtes d'accord, tout ça, ça se discute, mais on a les moyens de rentrer en phase action avec ces 4 piliers. Une application qui permettra de questionner à travers des questions orientées qui permettront, après analyse, de définir globalement le niveau de culture sécurité ou d'entreprise chez vous, il ressemble à quoi? On sait y mettre des mots pour que vous puissiez savoir d'où vous partez. Voilà. Donc, fataliste, métier, managérial, enfin voilà, il y a des choses qui pour nous sont très parlants et qui seront à démystifier à un moment donné. Pour nous, ça nous fait prendre très vite de la hauteur. L'intérêt du questionnaire, on l'appelle comme ça, l'appli, c'est que ça touche tout le monde. Donc on fait une com, on associe tout le monde et on touche tout le monde. Ce qui n'est pas vrai pour les 3 autres piliers. On va ensuite passer en immersion terrain. On va aller voir les pratiques réelles, pas le prescrit, bien sûr, mais surtout ce qui se fait. Et on va aller voir cela là où il y a moins d'observateurs, là où les gens sont plus livrés à eux-mêmes. Ils ne le sont jamais vraiment, mais là où il y a moins d'autorité, par exemple. Donc le week-end, la nuit, les heures creuses où le management est moins présent, les horaires décalés, etc., etc. On va aller chercher les pratiques réelles, on prend des notes, bien sûr, et on va questionner aussi, et on fait de la communication quand on est auprès des opérationnels. Et on est plébiscité, ça va très vite avec nous. Derrière, il y a aussi une analyse systémique. Ce n'est pas dans l'ordre, peu importe. Les 4 sont, dans l'idéal, menés de front. L'analyse systémique, c'est on va regarder un petit peu vos processus et comment vous pilotez, en l'occurrence, votre entreprise et la partie santé et sécurité au travail. Environnement, sécurité industrielle au besoin. Et là, on va aller regarder le prescrit, mais on va aller plus loin que ça. On va regarder dans vos processus jusqu'où vous allez. Est-ce que vous vous donnez, déjà, est-ce que vous avez une ambition affichée, une politique, etc. Et puis, du coup, vos pratiques sont-elles alignées avec votre ambition? Et là, on va commencer à être critique. On va regarder vos statistiques, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence. On va regarder vos analyses d'événements, on va regarder jusqu'où vous allez, comment vous le faites. Enfin bref, on va regarder si vous avez professionnalisé tout cela au-delà de l'organisation qui est la vôtre. Et puis, il va y avoir, quelquefois, c'est lors des immersions terrain, mais ça dépend de votre organisation, de la disponibilité des uns, etc. Des entretiens individuels avec un autre outil. Là, c'est très ciblé par statut, par secteur d'activité, et c'est co-construit ensemble. Vous nous orientez vers des personnes, dont les partenaires sociaux, le cas échéant. Et là, on a un document, un outil qui permet encore une fois d'aller chercher le quantitatif et surtout la représentation, les croyances de cette population. Et nous, on vous livre une synthèse de tout cela qui n'est pas un moyen de contrôler ce qui se passe, mais plutôt de donner de la moelle essentielle à un pilotage stratégique, d'où le projet d'entreprise. Bon, je vous passe ce slide-là très vite, mais vous voyez qu'on va aller chercher les décalages, et il y en aura, il y en a il y en a partout, même chez nous, entre le prescrit et le réalisé. Et ce n'est pas forcément négatif, mais ça peut l'être. Est-ce qu'on pilote à vue ou au réel? Donc on va aller chercher un petit peu tout cela pour bien surfer sur le fait que rien ne se décrète. Par contre, on peut observer pas mal de choses. Les clés d'entrée, ce n'est pas un rapport de plus qu'on va fournir, c'est vraiment un outil de pilotage stratégique à travers un rapport avec des pistes de propositions étayées du quantitatif, de qualitatif, de verbatim, de témoignages. On est vraiment dans l'humain. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais nous, on va être que là-dedans.
Et en plus, on va être technique. On va pas, voilà, de par nos expériences et notre technicité, on va apporter une vraie valeur ajoutée qui va apparaître dans ce rapport. Ensuite, on va le soumettre à l'instance de pilotage pour co-construire à travers des ateliers, vous voyez, classiquement. Mais en tout cas, orienter les décideurs vers surtout des décisions qu'on appelle robustes, des choses pas faciles à prendre comme décision, comme orientation, qui ressortiront la plupart du temps des risques critiques. J'ai vu à l'IPC les domaines de risque grâce à Josua auxquels vous êtes exposés. Eh bien voilà, on va aller chercher ces domaines de risque. Et puis, est-ce qu'il y a des pathologies révélées dans vos organisations? Et puis, bah, ça devient peut-être l'axe qui favorisera des prises de décision robustes. Comprenez qu'on va aller chercher des décisions qui ne sont pas faciles. Si vous voulez aller chercher ou tendre vers le zéro événement, il faut vous dire que ça va être plus dur que ce que vous avez fait jusqu'à présent. D'où l'importance de partir d'un bon départ, comme tout investissement, qu'il soit technique ou autre. Et puis, vous allez écrire avec notre appui une feuille de route. Cette feuille de route, elle représentera les axes de progrès et tout l'objectif de l'instance de pilotage créée, c'est de s'assurer qu'on garde bien le cap. Il va y avoir des aléas, il va falloir prendre des détours. On va vivre avec le rythme économique, social de l'entreprise. Prévoir, c'est aussi intégrer tout ce qui ne sera pas prévu, on le sait. Mais 80% d'une feuille de route bien préparée, c'est déjà une feuille de route, pardon, bien priorisée, bien préparée, c'était déjà 80% de réussite. C'est reconnaître dans mes propos qu'il va y avoir des aléas, il va falloir des réajustements, d'où cette instance de pilotage et la nécessité de s'inscrire dans du moyen long terme. Voilà. Et de garder le cap. Garder le cap. Voilà, ça c'est super important et vous voyez en bas à droite, hein, le projecteur il est là, hein. C'est de basculer de la valeur ajoutée d'une organisation qui commence à taper dans le dur vers quelque chose de beaucoup plus humaniste qui fait sens et qui crée une synergie autour de la problématique. Voilà. Alors, l'implication managériale, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Mais pour qu'elle fasse sens et pour que les managers acceptent de rentrer dans cette dynamique-là, cet état des lieux va permettre d'établir donc une phase de co-construction avec un objectif à la clé. Donc vous voyez, ce qui est important à retenir dans ce que vous voyez, c'est qu'on va sortir l'organisation de sa zone de confort. Le petit schéma que vous voyez à la craie, là, c'est une responsable de service qui me l'a communiqué. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est une de mes clientes pour le coup, enfin d'Interfor Faillite, qui m'a envoyé cela comme un petit clin d'œil pour dire, voilà, la magie, elle se produit là où on n'est pas en zone de confort. Donc on va aller la chercher, cette zone d'inconfort. Dans le cadre des ressources, parce qu'il n'est pas question de se faire mal. On va être smart. Je pense que vous connaissez tous l'acronyme SMART. Hein, on va faire quelque chose de spécifique. Je discutais avec un camarade qui est chef de service d'un bureau d'études dans l'impression, qui me disait, ben, moi, ils veulent que je fasse avec mes équipes, alors qu'on a plein de projets à gérer, qu'on est en déplacement, qu'on est très tertiarisé, bah, des situations dangereuses en allant faire des visites terrain sur les autres secteurs, la production, etc. J'ai déjà pas le temps d'atteindre mes objectifs industriels et ils sont dans les prémices d'un développement de culture, hein. C'est une culture métier que j'exprime. Et il faut qu'en plus, maintenant, j'aille voir où les autres peuvent se faire mal. C'est moi qui l'ai fait. Mes opérateurs, mes ingénieurs du bureau d'études, ils m'envoient bouler, quoi. Ils me font passer le message comme quoi règle déjà nos préoccupations à nous et on rentrera dans ta dynamique. Alors il le fait lui-même. Voilà. Vous comprenez bien que ce jour-là, le jour où il est malade, qu'il est blessé, qu'il est muté, qu'il est en congé, etc., quid de cet état d'esprit qui favorise la résilience de l'entreprise? Ça dépend d'un individu. Or, nous, c'est la performance collective qui nous intéresse. Donc on reviendra sur ces leviers-là peut-être. Et puis bah là, je vous ai mis des exemples. Vous voyez, est-ce que chez vous, on peut afficher allègrement la vie d'abord? La vie d'abord. Il n'y a rien, éthiquement, qui justifie qu'on produise je ne sais pas combien de tonnes de papier ondulé aux dépens de quoi que ce soit, de qui que ce soit, des petits oiseaux, etc., mais également d'un œil ou du dos. Voilà. C'est éthique, en fait. Et là, on commence à planter le décor. C'est là où on apporte vraiment de l'humanisme. Donc là, je vous ai mis de l'illustration avec ce qu'on appelle des règles vitales. Ces règles-là, et c'est pour ça que l'entreprise a créé un slogan qui dit qu'aucune urgence ne justifie de prendre des risques. Vous voyez, ces 10 macarons là que vous voyez, ces 10 blasons représentent 120 morts. Voilà. Donc c'est un totem. C'est 120 morts en 30 ans dans un grand groupe industriel.
de plusieurs dizaines de milliers de salariés. 120 morts sur 360. Qui, si ces règles avaient été respectées, vous voyez, l'organisation est en place, hein, bah, serait encore probablement aujourd'hui vivant. Et à la place de ces 10 règles vitales ou 10 règles sur lesquelles on met le projecteur, car tout le monde les connaît, hein, bah, c'est 120 noms qui mériteraient d'être écrits. C'est un totem. C'est ça le côté humaniste. C'est aller chercher l'émotion. Parce que ces affiches-là, quand on va, c'est le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, faire passer ce que va produire Canva à ce que les gens vont comprendre et accepter, ça devient autre chose. Voilà, donc on va aller chercher la mémoire émotionnelle la plus persistante chez l'être humain. Vous voyez, on commence à mettre un peu de technicité. On va montrer aussi que tout ce qu'on peut dire n'est rien si la perception du risque des opérationnels n'est pas entretenue. Un ancien qui n'est pas alimenté depuis 20 ans sur la perception des risques, il va avoir tendance à banaliser chez nous l'acide fluorhydrique, chez vous le travail en hauteur, etc., ou les manutentions mécaniques, voire manuelles, etc., etc. La banalisation tue. On sait le dire autrement maintenant, grâce aux neurosciences. Mais vous avez une photo en bas à droite qui illustre ce que je suis en train de dire. Il y a 30 ans ou 50 ans, ça, c'était possible. Aujourd'hui, comment dire, le public, la partie civile ne l'accepte plus. Si je vous confie un de mes fils, moi, il n'est pas question que vous produisiez la moindre tonne de quoi que ce soit à ses dépens. Et donc, ça va commencer par dans quelles conditions vous les mettez travailler et quelle latitude de mouvement vous lui donnez si jamais il estime, lui, être face à une situation qui représente pour lui, par exemple, un danger grave et imminent. Le droit social nous renseigne là-dessus, ça doit vous parler. Voilà, donc ça c'est super important. Et le plan d'action, c'est aussi un autre sujet important en termes de message clé. Au-delà du fait qu'une intention égale un titulaire et un délai, on revient sur les basiques, hein, fondamentaux. Eh bien, ceux qui seront mobilisés, c'est notre petite règle du jeu, contribuer à la construction du plan d'action. Voilà. Donc c'est terminé le top-down, pas une action parce qu'on décide de développer la culture sécurité. Les gens qui portent cette action, alors ils vont peut-être pas la faire, ils vont peut-être la faire, vous me voyez venir, mais ils ont contribué à sa création. Voilà. Ça c'est super important parce que c'est plus on fait comme d'habitude peut-être. On va faire valoir un degré d'exigence. Et exiger, par rapport aux habitudes, aux routines en place, c'est sortir les gens de leur zone de confort. C'est là que la magie apparaît. Souvenez-vous de cela. On n'a pas de preuve du contraire. Donc ça doit être vrai. Alors, autre clé d'entrée, puisqu'à un moment donné, il y a un plan d'action, il faut qu'il soit porté. Encore une fois, ce n'est pas forcément ceux qui sont titulaires qui vont faire, ils vont peut-être faire. Et là, on va questionner, dans la phase 3, le transfert de ce centre de gravité. Où on met le centre de gravité qui va générer l'inertie. Voilà. Ce qui est clair, c'est que la plupart du temps, dans nos structures, on ne peut pas avoir un expert à tous les étages. Voilà, c'est pas possible. Dans les grands groupes, on le retrouve. Dans des grands groupes que je citerai peut-être un jour, hein, parce qu'on travaille depuis longtemps avec eux, enfin un jour, même tout à l'heure, hein, en titre de retour d'expérience d'ailleurs, il y a des chargés de consignation électrique. Des gens qui n'ont que ça à se préoccuper et d'assurer la montée en compétences et le maintien des acquis et des compétences, les MAC, de ce type d'action qu'on porte nous. Des conseillers levage, il n'y a pas ça dans les PME, etc., etc. Alors, il y a un écosystème qui peut faire en sorte que des compétences vont être en place, mais ce qui est clair dans notre monde à nous de la PME, c'est que si le management ne récupère pas ce centre de gravité et ne porte pas la sécurité pour faire simple, ça devient un sujet d'expert. Et du coup, ça ne marche pas. Donc, il est heureusement, je vais dire ça comme ça, parce que généralement, les managers que vous avez choisis et mis en fonction, il faut quand même bien se souvenir que ces managers, ils sont challengés sur de la performance collective de leur équipe face ou avec des gens qu'ils n'ont pas tout le temps choisis, et même quand on les choisit, ce n'est pas tout le temps simple, et surtout par lesquels ils n'ont pas été élus. C'est quand même un boulot, quoi, qui n'est pas donné à tout le monde, et là, je commence à faire valoir qu'il y a peut-être des compétences managériales, voire comportementales, qu'il faut vérifier, et qui dépendent pas forcément du niveau de technicité de chacun. On va aller chercher autre chose. Donc ces managers, il va falloir qu'ils portent, ça va leur faire du bien en d'autres termes, ça va les sortir de la technique pure, et on va voir aussi quelle est leur capacité de donner du sens à l'action, et vous allez voir que c'est juste incontournable.
La sécurité, c'est une passion pour vous? Vous êtes passionné par ça? Ou direz-vous que c'est secondaire? Il y a d'autres choses qui passent et vous avez laissé des échantillons sur le terrain de ce que je suis en train d'évoquer. Vous savez, la pression du planning, etc. La sécurité, c'est une passion chez vous? Bah, si la réponse est oui, je suis certain que vous êtes capable de me donner des retours d'expérience professionnels de votre site, de votre structure, de votre groupe. Voilà. Les gens qui sont passionnés, ils ont autour du ventre plein d'anecdotes qui leur permettent d'illustrer et d'accentuer leur position. Et donc, a priori, on peut parier là-dessus en tout cas, parce que l'inverse est vrai, d'avoir un impact sur les gens. Voilà ce qu'on va aller chercher. Vos managers, ça va leur faire du bien, parce que les gens, ils l'attendent ça. Mais est-ce qu'ils vont être considérés comme des leaders là-dessus? C'est aussi une question qu'il va falloir questionner, au-delà de leurs compétences propres et managériales. J'y reviendrai. C'est super important, ça, ce que je viens d'évoquer. Donc là, le transfert de centre de gravité, bah oui, la ligne managériale, les lignes managériales, c'est mal formulé, je trouve. Les lignes managériales, il n'y en a pas une qui va être préservée de cela. Par contre, au cas par cas, au niveau des services, bureau d'études versus exploitation, tout le monde mobilisé, mais peut-être pas de la même manière. Sinon, c'est pas juste. Et ils le considéreront comme ça. Et quelque chose qui n'est pas juste n'est pas adhérent. On n'adhère pas. Donc, on va transférer la ligne de managériale. Si cette ligne managériale ne reçoit pas ce transfert du centre de gravité, on ne va pas plus loin, nous. Je vous le montrerai en retour d'expérience, ça ne marche pas. Donc, on ne s'investit pas. Et on ne va pas vous emmener dans un truc qui ne marche pas. Ça peut être bien, hein. Ça va être même passionnant, mais ça ne marchera pas sur du long terme. Donc, nous, on n'ira pas. Ça sera sans nous. Et ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas fait un jour. Donc voilà, le manager, voilà, je vous passe les verbatims, vous aurez tout ça à votre disposition. Mais clairement, hein, on va aller le chercher. Il faut aller le chercher pour le valoriser, ne serait-ce que cela. Il va se révéler, hein, il va clairement se révéler, hein. C'est un révélateur, hein, de talent, hein, la culture d'entreprise, hein, clairement. Donc on va vraiment utiliser l'état des lieux. Nous, on aura un coup d'avance par rapport à tout le monde qui va assurer notre crédibilité au profit du management et on va le préparer à jouer son rôle, en fait, tout simplement. Et ce, de manière bienveillante. J'y reviendrai. Mais exigeante. J'y reviendrai. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah, on reprend par exemple, à titre d'illustration, le leadership. Voilà, c'est quelque chose qui est galvaudé, qu'on voit un peu partout. Pour nous, c'est très concret. Moi, j'ai d'une institution, ça fait des siècles qu'on travaille sur cela. Ça a évolué. Le champ du savoir, du facteur humain a évolué. Le contexte aussi a évolué. Les combats sont plus les mêmes. Les manières de combattre ne sont plus les mêmes. Et l'actualité géopolitique nous le montre. Mais pour revenir à nos problématiques à nous, bah, c'est exactement les mêmes dynamiques. C'est exactement les mêmes dynamiques dans le cadre du droit social. Et qu'est-ce qui fait qu'un être humain va vous suivre? Qu'est-ce qui fait qu'un papa, qu'un père de famille, qui a le sentiment de venir faire ses 8 heures et puis après, ce qu'il attend pendant son travail, c'est vite d'aller à l'entraînement de foot des gamins qu'on lui a confiés, qui ne lui appartiennent pas, va suivre les orientations managériales. Il y a plusieurs, et vous le savez, plusieurs conditions de réussite à cela. Bah, nous, on va aller questionner un petit peu via notre boussole, quelle est leur capacité à vos managers, hein, ils ont la fonction, hein, mais est-ce qu'ils ont la capacité, au-delà de toute fonction, mais dans le cadre de leur fonction, à embarquer les gens avec eux? C'est ça qu'on va aller chercher. Et du coup, on va les faire travailler sur. Alors, très sincèrement, hein, par extension, vous faites pas. Je ne suis pas arrêté sur le vocabulaire, les verbatims de ce type-là. Ça s'applique au management de la sécurité, mais ça s'applique au leadership de la sécurité, hein. C'est juste une histoire de contenu, après, de manière. Le verbatim, il faut vous l'approprier. Je sais par exemple qu'il y a des entreprises, leurs chefs d'équipe, ce sont des leaders, des team leaders. Bon, bah, d'entrée de jeu, on a leader dedans. Or, est-ce que parce qu'on a team leader, on est le leader, reconnu par tous, ou par le plus grand nombre, la masse critique? Vous avez déjà la réponse. Donc, on va travailler sur 4 capacités clés ou 4 compétences managériales. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est 4, hein. On met les projecteurs et l'action là-dessus. On ne va pas se disperser. Déjà là, on a de quoi faire. Comme par exemple, est-ce que vos managers savent donner du sens aux enjeux de la prévention des risques? Pourquoi un entrepreneur, un employeur a raison de se préoccuper de la santé et sécurité au travail des salariés qu'il emploie? Alors déjà là, on va avoir des hétérogénéités en termes de réponses. Mais qu'est-ce que ça va révéler les choses? Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils sont capables de donner du sens à votre organisation et tous les rituels associés, toutes les démarches en place pour contribuer à l'atteinte de ces enjeux humanistes? Est-ce qu'ils font des quarts d'heure sécurité? Mais au-delà de ça, du quart d'heure sécurité, comment ils le font? Est-ce qu'il y a des tripes? Est-ce qu'il y a de l'émotion? Ou est-ce que je remplis un indicateur?
Est-ce que je chasse des SD? Est-ce que c'est tout le monde des SD? Et au-delà du nombre de SD remontés pour aller sur la pyramide de Bird ou le diamant de Bird, est-ce qu'on se préoccupe plutôt du taux de traitement des situations dangereuses, qui est une condition incontournable pour faire en sorte que les gens restent dans la dynamique de la remontée de situations dangereuses? Et est-ce qu'on va plus loin que les situations dangereuses pour travailler sur la perception des risques et éviter d'infantiliser le message? Est-ce qu'on a bien mis l'énergie et les ressources sur les risques critiques de votre entreprise? Vous savez, celles qui ont justifié le totem avec les 10 règles vitales de tout à l'heure. La vie d'abord, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce qu'on est bien sur les risques critiques? Est-ce qu'on met bien notre énergie là-dessus? Et du coup, par extension, est-ce que, au lieu d'aller chercher des SD, des situations dangereuses, et c'est bien, on va même chercher des événements à haut potentiel pour sortir, par exemple, de l'indicateur que j'appelle PASTEC, taux de fréquence, nombre d'accidents, ce que vous voulez. Ça existe, c'est pas de la science-fiction encore dernièrement. Au sein d'un groupe, hein, un site qui remonte des indicateurs PASTEC. C'est-à-dire, il ne livre pas tout, de manière à laisser transpirer que ces indicateurs, ils sont verts à la pastèque. Hein, l'enveloppe de la pastèque, c'est plutôt vert. Donc, ils sont plutôt bons. Mais quand on va sur le terrain et qu'on ouvre la pastèque, on va sur le terrain, on va en profondeur, on n'est plus en surface, on voit des situations qu'on peut qualifier à haut potentiel en termes d'événements sécurité et qui peuvent vous amener à un mort. Le problématique n'est plus le taux de fréquence et les chiffres qui deviennent des indicateurs, qui sont devenus, des indicateurs pastèques par la force des choses, par l'habitude, la routine, mais d'aller chercher les situations de terrain qui, demain, pourraient générer, au-delà de l'aspect du taux de fréquence qui évolue dans un sens et dans le mauvais sens, quelque chose de grave, un accident grave. Comment est-il défini chez vous? Voire un accident mortel. Ça arrive, hein. D'ici cette fin de journée, 2 personnes statistiquement en France seront décédées de leur travail. Je fais un raccourci simple. Qu'est-ce qui fait que dans certaines entreprises, cette probabilité est plus faible que dans d'autres, au-delà de ce qu'ils ont à faire? Donc voilà. Il y a aussi savoir challenger la maîtrise des risques, hein, du côté gauche, donc plutôt ici. Donc je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, j'ai fait une erreur. Voilà. Je vais le faire avec ma souris. Là, je suis un peu distrait. Je suis un peu distrait. Mais savoir challenger la maîtrise des risques, euh, et ce en phase de préparation. Avant de travailler, est-ce que les gens vérifient leur travail? Est-ce qu'avant de définir une procédure, on a vérifié la faisabilité ou... Enfin, il y a tous ces trucs-là. Est-ce qu'avant de faire intervenir une entreprise extérieure, vous-même, si vous l'êtes, chez des entreprises utilisatrices, vos clients, vous rentrez bien en collaboration dans les phases de recherche des interférences éventuelles, la coactivité et des mesures de prévention? Enfin, est-ce que vous challengez bien la sécurité en amont pour définir des go-no-go, par exemple, pour utiliser des termes qui existent par ailleurs? Les conditions à l'instant présent, nous paraissent suffisantes pour envoyer nos êtres chers travailler. Et s'il y a un loup qui s'est glissé dans la bergerie et qu'on le vise maintenant, là j'ai un doute. En sécurité, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Eh bien, c'est no go. On n'envoie pas mon fils travailler et on reprend sa copie. Et si c'est du temps, c'est un investissement parce qu'il vaut mieux en prendre pour séréniser le futur plutôt que d'en prendre pendant l'action, à s'épuiser, à s'énerver et à perdre du temps in fine. Donc c'est un pari sur l'avenir, comme l'état des lieux. Savoir challenger la maîtrise des risques est très important. Et donc, manager, moi, comment je le montre? Comment je le montre? En parler, c'est une chose. Le montrer, savoir réagir face aux situations critiques, situations à risque. Quelqu'un qui commet, qui génère un acte inadapté a priori à la situation de travail. Allez, elle fait une erreur, cette personne. C'est la première fois de sa vie. Versus, dans vos équipes, vous avez des gens qui sont habitués à transgresser volontairement les règles de sécurité. Bon, comment vous traitez ces 2 écarts types? Et les managers, comment ils le gèrent ça à l'interne? Et plus c'est de proximité, plus ils sont de proximité avec leurs équipes, plus ils sont à l'aise sur le sujet. En tout cas, tant qu'on ne démystifie pas tout cela, on n'identifie pas le rôle de l'appui management, et vous l'êtes pour la plupart d'entre vous, voire la valeur ajoutée du management de proximité, du management intermédiaire et du management supérieur, voire du comité de direction. Donc voilà, tout ça, ça fait du bien de s'y remettre. Mais vraiment, on oxygénise un peu l'action managériale. Enfin, un peu, quand je dis un peu, c'est pas le vrai terme. On oxygénise vraiment l'action managériale. On lui fait prendre du recul et on donne du sens. Et puis, bien sûr, savoir incarner la primauté de la sécurité. Pas que quand je fais un quart d'heure sécurité. H24, tout le temps. C'est une valeur qu'on va qualifier, qu'on me dit souvent,
comme l'exemplarité. D'ailleurs, je l'ai noté. Et l'exemplarité, quand on est un manager, c'est pas porter ses EPI. Ils vous doivent autre chose, hein. C'est ne serait-ce être en adéquation avec les ambitions de la structure, du comité de direction. Ne serait-ce que cela, être en phase avec ce qu'ils disent. La sécurité en premier. Mais est-ce que quand ils vont sur le terrain, c'est vraiment ce qui ressort? Vous voyez, tout ça, on va aller le chercher. Parce que si on n'a pas révélé cela et si on n'agit pas là-dessus, vous pouvez sortir toutes les bonnes procédures que vous voudrez, vous aurez encore une organisation robuste. Mais vous n'évoluerez pas. Vous n'évoluerez pas en termes de résultats sécurité, c'est une évidence. C'est vérifié. Si la sécurité n'est pas portée par les managers, et s'ils ne sont pas alignés avec ces 4 capacités clés ou ces compétences managériales, ça va dépendre de la population, eh bien, ça devient un sujet d'expert. Ce n'est pas possible. Vous n'en avez pas les moyens, et même si vous les aviez, les experts, ils peuvent pas être à tout moment, à tout endroit, au même moment, sur ces questions-là. Pourquoi on parle de leadership, pardon? Parce qu'il n'y a pas tout le temps des managers, il y a aussi des membres du C2SCT qui sont actifs, ou à défaut de l'aide, qui ont une sensibilité particulière. Il y a des opérateurs, il y en a qui sont secouristes, il y en a qui sont pilotes d'avion, qui ont intégré plein de trucs que vous pouvez extrapoler à l'interne ou en tout cas valoriser. Et puis, vous avez aussi des encadrants, par exemple, de chantier. Moi, ils font pas les EIA, les EAP, ils font pas les entretiens professionnels de leurs salariés, de leurs équipiers, pardon. Par contre, ils ont un impact au quotidien sur leur travail. Voilà. Donc, on appelle ça des encadrants. Ils n'ont pas de responsabilité managériale, mais ils encadrent. Bon, bah, est-ce qu'on a questionné leur capacité à donner du sens, à challenger la prévention des risques en phase préparatoire des activités, à être réactif le cas échéant face à une situation? C'est aussi valoriser, hein. Et puis, savoir incarner au quotidien, H24, la primauté à la sécurité. Bien sûr, à la santé, à l'environnement, vous pouvez extrapoler, ça ne nous gêne pas, ce sont les mêmes principes. Mais on est tous d'accord pour éviter l'accident. Donc, c'est synergique. Voilà, ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est clairement des formations que l'on porte sur des durées qui seront fonction de vos contraintes organisationnelles, de vos budgets, etc. Et on est très clair, moins on en fait, moins il y a d'objectifs pédagogiques et donc opérationnels à la clé. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Donc, et c'est pas grave, on n'a pas des budgets illimités. Mais ça veut dire que ça s'anticipe aussi. Voilà, donc ça c'est super important. Pour mettre un peu une focale sur savoir incarner la primauté à la sécurité, bah, clairement, ça va concerner l'exemplarité ou l'image qu'ils donnent, vos managers, quel que soit leur rang, à pouvoir arbitrer des situations où il va y avoir des conflits entre des pressions de la production, du planning, quel qu'il soit. On n'a pas besoin d'être exploitant pour avoir la pression. Bureau d'études, ils peuvent l'avoir. Les services sécurité également. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, ben, les valeurs managériales portées à travers l'ambition de la structure. C'est zéro événement, on ne veut pas d'accident de mort, d'accident grave, et on veut un taux d'absentéisme, et on ne veut pas d'invalide. Et puis, il y a d'autres objectifs. On veut un taux de fréquence, un LTIR, on veut un nombre d'accidents le plus réduit possible, ou diminuer de temps. On veut tendre vers cela. Et puis, on veut un absentéisme réduit. On aime beaucoup l'absentéisme. Et puis, enfin voilà, il y a plein de trucs comme cela. Et là, on va aller voir si concrètement sur le terrain, les arbitrages sont alignés avec les valeurs. Comprenez que l'action va créer de la valeur. On ne fait pas de petits panneaux avec voici nos valeurs, on les montre. C'est super important. À tous les niveaux. Donc même les membres du CODIR, c'est important pour vous la sécurité au travail? Bah, la question c'est comment vous allez le montrer aux gens que vous mobilisez. Et qui ne font pas des trucs plus compliqués que vous ou plus faciles. Qui font en fonction de leur perception des choses, leur culture, leur état d'esprit, et de leurs compétences et les moyens associés. Ben, il faut aller les voir, il faut occuper le terrain. Il faut aller là où la vérité elle est. Et puis, ben, montrer que vous avez les 4 capacités que je vous ai précitées. Ça marche super bien, vraiment. On est reconnu là-dessus. De par notre passé, notre opérationnalité, on est reconnu là-dessus. Donc, on pourra en parler un peu plus longtemps, bien sûr, sur les contenus, sur comment on fonctionne. On a notre identité, en revanche, clairement. Ce qui apparaît aussi être super important, et ça c'est une preuve de maturité, c'est de ne pas cacher les chiffres. Une entreprise mature et qui tend vers le zéro événement ne cache pas ses chiffres, elle les assume et elle les travaille. Il y a une forme d'humilité qui se traduit. Elle n'a pas peur de les exposer quand bien même elle risque d'être attrapée par la patrouille du groupe ou par des résultats. Tant pis. Il y a une victime peut-être. Tant pis.
Et puis, c'est aussi reconnaître que l'erreur humaine n'est jamais une cause profonde. Alors, ceux qui connaissent les formations arbre des causes, etc., d'analyse d'événements, c'est souvent quelque chose de porté. Mais alors, porté dans la théorie, mais sur le terrain, c'est pas aussi simple que ça. L'erreur humaine n'est jamais une cause profonde. C'est tout le temps une résultante de ce qu'on appelle les facteurs organisationnels et humains. Donc, la vraie question, c'est pourquoi, vous voyez, moi, je utilise ce verbe intime là entre nous, pourquoi un professionnel de l'industrie de papier-carton, père de famille ou tonton, mère de, cousin, parrain, qui a priori n'a pas envie de se foutre en l'air, aujourd'hui va contribuer ou subir un événement sécurité. A priori, il n'est pas câblé pour ça. En d'autres termes, pourtant, il est une condition de réussite, donc il faut quand même l'intégrer. On appelle ça l'individu, et il est caractérisé par, techniquement, des éléments que nous, on maîtrise. Et derrière tout cela, il y a d'autres facteurs qui permettent d'appuyer ce qu'un professionnel de l'IPC va faire, alors qu'avec du recul ou si on lui avait montré une vidéo, il aurait dit « mais non, mais il ne faut pas faire ça ». Voilà, on va lui montrer qu'il va subir son émotion, et l'émotion, si elle émane du management et de la pression du planning, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille sur les individus? Ça ne sert à rien, il faut d'abord travailler sur le management. C'est simple, c'est passionnant. À faire, c'est simple. À entretenir, bah, vous voyez bien que ça peut questionner la culture managériale et donc la culture d'entreprise et donc, in fine, la culture sécurité. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'erreur humaine, bah, elle doit remettre en cause vos pratiques et comportements, c'est le carré, le rectangle gris au milieu, et donc les facteurs organisationnels. Voilà. Donc, les facteurs organisationnels nous permettent de définir le fait que l'évolution d'apporter des éléments de réponse à qu'est-ce qui fait qu'une personne ne respecte pas une procédure, voilà, tout simplement. Et ces facteurs, vous les avez là. Alors, j'ai fait le choix de ne pas vous les présenter parce que ça allait être un peu trop, à mes yeux, théorique. Mais globalement, on retrouve le rond bleu au milieu qui est l'activité humaine, c'est-à-dire la manière de faire de l'individu. Voilà, ça se voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, de la personne, ça se voit. Là, vous me voyez, j'ai mes deux mains qui moulinent. Voilà, et je mets du non-verbal au niveau. Ça peut ne pas vous plaire, mais vous le percevez, et objectivement, vous pourriez en parler après coup entre vous. Donc c'est ça le bleu. C'est la personne qui respecte la procédure, qui raisonne EPC avant EPI, c'est la personne qui va aider son concitoyen dans le cadre de la vigilance partagée, qui va observer et oser dire à quelqu'un que ce qu'elle fait, ça ne tient pas la route, qui va même être technique, desk, d'écrire, etc. C'est pas que quelque chose qu'on voit un jour dans sa vie en communication efficace, c'est quelque chose qui représente une compétence comportementale, c'est pas une histoire de taille d'écrou, ou de procédure, ou de génie du procédé, ou de procédure de fabrication. C'est une histoire de comment fonctionne l'être humain, et moi, est-ce que j'en ai fait une technicité qui, par la répétition, fait compétence. Voilà, donc il faut de la pratique derrière. Et ça, vous voyez apparaître le champ du leadership peut-être. Donc ça, c'est l'individu, on va le questionner là-dessus. La situation de travail, il faut reconnaître, et c'est pas simple, qu'il y a des situations de travail que vos opérationnels auxquels vos opérationnels vont se confronter, vont s'exposer, et qui ne sont pas simples, qui vont être difficiles. Et ça perdure dans le temps. Ça peut être des opérations de levage, des accès en hauteur, etc. Même vous, alors en lieu et place de ces personnes-là, vous ne seriez pas à l'aise. Donc, comment on se mobilise intellectuellement face à certaines situations de travail? On dépasse le simple champ du DUERP. Quand bien même, face aux PME, on a constaté, c'est très pédagogique ce que je vous dis, mais pas loin d'une sur deux n'ont pas de document unique, les PME et TPE. Pas de document unique. Et dans le pas, comprenez que, quelquefois, il n'a pas été mis à jour depuis 5 ans et il a été acheté sur Internet. Donc il est global, il n'est pas unique, il est spécifique à tout le monde. Donc il ne tient pas la route. Donc on est sur la recherche d'une conformité réglementaire, et on sera un peu organisé pour ça, mais on ne va pas sur le fond, on est en surface, mais on ne va pas chercher les vraies situations qui nécessitent de se mobiliser intellectuellement et de mobiliser les compétences à la clé pour mettre en place les parades qui tiennent la route. Et une fois qu'elles sont identifiées, il faut les faire porter, ces parades. Voilà.
Donc ça, c'est les situations de travail. Oui, il y a des situations de travail qui ne sont pas simples. Et moi, le premier, je serais certainement en délicatesse. Donc, il faut mobiliser les compétences nécessaires et peut-être pas suffisantes pour avancer sur cette situation de travail. Nous, on va en identifier. Et ça peut être, pour le coup, des histoires de décisions robustes. Remettre en cause le présent, euh, identifier un budget important, euh, remettre en cause des pratiques, donc le présent, oui. Vous voyez, c'est ça des décisions robustes, hein. C'est assurer derrière la conduite du changement ou s'exposer financièrement. C'est arrêter certaines activités peut-être ou les faire autrement. Dans la chimie, on a eu REACH. REACH qui est un inventaire d'agents chimiques qui ont été blacklistés au profit de la santé des salariés et la sécurité des salariés. Et qui dit que si un industriel produit un composant chimique avec l'une de ces substances blacklistées, bah, c'est soit il arrête sa production, soit il trouve un substituant. Vous voyez bien que ça le sort de sa zone de confort. Il y avait Rich avant et il y a Rich maintenant. Donc on voit l'impact que ça a eu sur la santé. Alors je ne pourrais pas vraiment le chiffrer en termes d'évolution, mais j'ai vu moi l'impact que ça a eu sur la conduite du changement au niveau des opérationnels. Et ça résiste, mais c'est normal. C'est plus comme avant. Donc les routines ne sont plus les mêmes, donc ça résiste. Collectif du travail, on va raisonner collectif et pas forcément que management, hein. Donc on va montrer par contre qu'un collectif managé et bien organisé, pardon, en français, organisé, bien managé et bien organisé est plus efficace que la somme des individus qui constituent ce collectif. Voilà, ça on le sait depuis toujours. On continue à lutter sur pourquoi on met du management quelquefois. Les opérationnels, les premiers, nous disent nous mettez pas d'emploi fictif, on n'a pas besoin d'eux. Et bien, in fine, on voit bien que quand l'action managériale est valorisée, reconnue et entretenue, mais dans le bon sens du terme, bah, ça marche, quoi. Ça marche. Alors, quelquefois, c'est frustrant parce que les conditions sont en place et puis on n'a pas les résultats qu'on voulait. Bah, la vie d'une entreprise, si elle n'est pas frustrante, la vie de couple est déjà frustrante. Donc, la vie d'une entreprise, elle peut être frustrante. Nos résultats peuvent être impactés par des éléments d'entrée dont on n'a pas la main, sur lesquels on n'a pas la main. Et les matières premières actuellement, avec le conflit, avec les histoires de géopolitique actuelles, bah, le montrent. Eh ben, les entreprises, ils doivent être agiles, résilients. Ça illustre une culture d'entreprise. Et sur le champ de la prévention des risques, ben voilà. Le facteur le plus important de ces facteurs organisationnels et humains au nombre de 4, c'est le dernier précité. C'est celui qui est relatif à l'organisation du travail et le portage managérial. L'animation de la sécurité, de la santé au travail, de l'environnement et de la sécurité industrielle et le portage managérial. C'est ce qui fait qu'un individu, même s'il a une culture sécurité, il va se soumettre à un moment donné. Et on appellera ça une soumission librement consentie. Alors que cette même personne, vous la mettez dans un autre environnement, eh ben, elle reviendra conforme à ses valeurs. L'organisation et le management est le facteur le plus prédominant. Il faut travailler sur les autres, mais pas y mettre tout son temps et son énergie. Tant qu'on n'a pas travaillé sur l'organisation, vous êtes peut-être en avance là-dessus, exemple de la certification MASD de mon début de propos, mais en termes de portage managérial, vous en êtes où? En termes de recrutement de vos managers, comment vous fonctionnez? En termes d'investissement managérial, vous rapportez quoi? Et on fait un lien direct avec la santé et sécurité au travail. Voilà. Donc le message clé, c'est contribuer individuellement, certes, mais pour réussir collectivement. La réussite individuelle m'importe peu, si, pour entretenir certaines choses, mais on raisonne collectivement. Si on gagne, c'est tous ensemble. Si on perd, d'ailleurs, c'est vrai, quand il y a un accident, il n'y en a pas un qui se regarde dans les yeux en disant ça ne vient pas de moi. Ou alors c'est le défense de territoire parce qu'il y a des responsabilités qui vont tomber. Ça se voit, hein. Les gens qui se payent le café tous les matins et bing, il y a un truc et c'est terminé. Voilà, pour avancer et terminer là-dessus, je vous propose quelques retours d'expérience qui vont pas forcément dans notre sens, peu importe. Moi, je suis authentique, je dis les choses parce que c'est à votre profit. Je suis pas là pour tricher et mon action est moins commerciale que authentique. Une entreprise, un gros site du Nord, une verrerie, qui nous avait sollicité un responsable HSE qui me connaissait d'un autre groupe avec qui on avait bien collaboré. Et du coup, vu les difficultés avec des taux de fréquence qui étaient pas loin de 30, hein, pour vous donner une image, et pour parler que du taux de fréquence, parce qu'on a 1500 salariés, ça tient à peu près la route. Bon, finalement, présentation CODIR, etc., tout va bien. On commence à partir sur le projet, et là, le contexte économique tombe. Voilà.
D'ailleurs, l'actualité dernière, c'est de ce site qui a été médiatisé, hein, c'est un plan social avec licenciement. Donc, ils n'ont pas réussi économiquement à redresser la barre. Comment caresser l'espoir de développer une culture d'entreprise et de sécurité quand les gens se préoccupent d'abord de demain, comment ils feront pour payer leur retraite? Ce n'est pas incompatible. Ils sont juste pas câblés pour rentrer dans cette démarche-là. Et s'il faut le faire à ce moment-là, j'aurais tendance à dire trop tard. Donc, ça veut dire dans mes propos à demi-mot qu'il y a des contextes favorables pour pouvoir entrer dans cette dynamique et construire une culture d'entreprise résiliente. Voilà. L'inverse est vrai. Donc, en fait, la culture, voilà, c'est ce que je vous ai écrit, elle se relève. En revanche, on n'a pas travaillé avec eux. Voilà, ça s'est arrêté à la démarche, on donne du sens à notre action, mais en commun accord, on a décidé de ne pas y aller. Même le management allait avoir d'autres problématiques. Il était attendu sur son terrain, mais pour d'autres raisons, vous imaginez bien. C'est ni bon ni mauvais, c'est comme ça. Et il y a un choix qui a été fait, et je pense qu'il a été bon. Il y aura un choix qui aurait dû être fait auparavant, et je suis certain que ça aurait été plus facile à cette époque-là. Et c'est récent. Société de maintenance industrielle, 550 salariés en Loire-Atlantique, 120 accidents du travail déclarés sur 2 ans. Donc 120 blessés, accidents du travail déclarés, sur 550 salariés. Quelquefois, dans ces 2 ans, il y a eu le même accidenté. Une personne, un salarié qui a eu plusieurs fois un événement sécurité. On appelle ça un polyaccidenté. Dans cette entreprise, on l'appelle Pierre Richard. Alors ça ne va pas servir de référence à tout le monde, je pense. Mais en d'autres termes, c'est encore lui qui s'est blessé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on progresse? Quand on va sur le terrain, et on l'a fait de nuit avec. Alors, mes équipes l'ont fait, pas moi personnellement. Moi, je me suis occupé de l'approche systémique et du CODIR. On voit des gens qui courent après un EPI. Quand ils en trouvent un, il n'est pas en bon état et en plus, il n'est pas forcément adapté. On voit des gens qui viennent de l'intérim, qui sont envoyés au poste de travail à faire des opérations de maintenance, alors qu'ils n'ont pas été accueillis. Et le management, quand il descend, c'est pas pour voir si tout va bien, c'est pour leur mettre la pression. Voilà, on est complètement aux antipodes de ce que l'on vend intellectuellement et qui commence à fonctionner et qui fonctionne par ailleurs. Voilà. Donc là, c'est nous qui avons décidé de ne pas travailler avec eux. Parce qu'on a fait l'état des lieux qui demandait des décisions robustes. Par exemple, d'embaucher un RH, il n'y avait pas de RH. 550 personnes, il n'y a pas de compétences sociales. Alors il y en a un qui fait double emploi et en fait, c'est le directeur industriel. Donc autant vous dire qu'il n'a pas le temps. Il y a un responsable sécurité et une alternante qui s'occupent du document unique. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Voilà, donc on a été chercher des décisions robustes, pardon, et elles n'ont pas été validées par les 2 associés qui ont accepté, en d'autres termes, de maintenir ils gagnent de l'argent, donc ils ne voulaient pas changer quoi que ce soit, à ce moment-là en tout cas. Bon, on s'enlève. Ils ont une problématique, non pas de taux de fréquence, eux, ils vont avoir un mort un jour. Voilà, c'est simple. Ce qui étaye mon discours, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. C'est pas de la science-fiction. On parle plus de taux de fréquence, on parle d'accidents graves. Autre exemple, une société ARA de la région qui fabrique des tuyaux en caoutchouc, je vous passe les détails. On a fait un état des lieux et à l'époque, il y a plus de 20 ans, on a décidé de faire un effet miroir, c'est-à-dire créer un événement, un film de situation non promotionnelle, non imagée, construite, identifiée, il y a un storyboard, etc., avec des partenaires sociaux, un outil qui marche super bien, et on crée une vidéo que tous les opérationnels, donc 600 personnes, vont voir, qu'on nous confie, et à l'issue de ce temps de travail, eh bien, ils repartent avec un engagement à leur niveau. Ça marche d'un tonnerre de Dieu, c'est-à-dire les gens, on ne se trompe pas de discours, l'événement marque, ça les déstabilise, c'est-à-dire ça crée l'intérêt de se préoccuper de certaines situations, ils se voient ou ils voient leurs camarades, donc en plus c'est un peu décalé, c'est scénarisé, donc c'est intéressant, c'est fait par un pro, et derrière, tout leur engagement, on leur donne à leur ligne managériale, pour suivi, pour ancrage, pour pérennisation, pour valorisation, recadrage. Recadrer quelqu'un, c'est pas l'aimer, c'est tout le contraire, sur le champ de la prévention des risques. Et là, on se rend compte que les opérationnels et les managers en particulier, à tous les niveaux, pas plus l'un que l'autre, ne se sont pas saisis. L'entreprise était en difficulté, n'a pas réussi à faire porter le truc. Et nous, on s'est dit, on leur avait dit, mais ils ne voulaient pas rentrer dans la démarche. Et à l'époque, on avait suivi parce qu'on avait envie de faire un effet miroir, un projet comme cela. On ne fera plus jamais, sous ma gouverne, en tout cas, d'effet miroir sans s'être assuré au profit de notre client industriel que l'encadrement est prêt à recevoir la moelle essentielle que nous allons lui livrer. Nous ou d'autres. Mais en tout cas, on va préparer le management à agir. Voilà, et entretenir les résultats.
Les gens se mettent en zone effort, et quand ils voient que les managers ne les valorisent pas ou ne reprennent pas le sujet, bah, ils reviennent comme avant. Quoi, ils se feraient mal, eux, alors que ce qui représente la direction ne le fait pas. Bon, je suis un peu caricatural, hein, mais c'est pas aussi simple. PME de 150 personnes qui fait de l'extraction végétale. Vous voyez, différents secteurs industriels, hein, c'est pas un problème, hein, il n'y a de richesse que d'hommes. Nous, on est à l'aise hein, sur le sujet, hein. Après, il faut s'adapter, mais état des lieux fait et action management et sécurité fait. Enfin, ma petite personne, avec ce que je représentais d'intervenants, on était applaudis à la fin des sessions. Il y en a qui ont déjà été applaudis après leur formation terrain, là, parmi vous. Enfin, c'est un truc qui est même gênant. On se dit, mais d'où ça sort? Devant la RH en plus, qui venait à clôturer à chaque fois, enfin la RH, la responsable des ressources humaines qui venait clôturer, conclure chaque session. Bon ben voilà, derrière PAM, etc. PAM, c'est plan d'action managérial, c'est-à-dire là on leur demande à eux de rentrer dans une démarche. C'est à discuter, il faut voir comment on peut faire mieux. Mais il y a eu une évolution. C'est tombé à l'eau parce que ben, ils n'ont pas entretenu ça. C'est-à-dire il y a eu une évolution du taux de fréquence, pour parler que de ça, et une dégradation dans la foulée. On voit que l'ancrage n'a pas été en place. Mais c'est normal, c'est une PME. La problématique, c'est pas de mettre les gens en mouvement. Dès que ça fait sens, on y arrive facilement. C'est de faire en sorte que l'organisation et le management associé, pardon, reprennent le flambeau et le relais pour l'ancrer dans le temps au profit des générations futures. C'est très humaniste. PME de 400 salariés qui fabrique du sodium, donc industrie lourde, de la chimie pour le coup, à peu près la même chose que ce qui était fait, à peu près dans la même période d'ailleurs, que ce qui était fait avec cette PME de 150 personnes. Sauf que là, en 3 ans, le taux de fréquence est passé de 15 à 5. Voilà, donc divisé par 3. Alors ils disent que c'est grâce à nous, etc. Nous, on dit que c'est pas grâce à nous. C'est l'état des lieux qui a fait il y a eu des actions parallèles, travailler sur des situations à risque, travailler le nombre de TP sur la sécurité, etc., etc. Il y a plein d'actions qui ont été faites qui ont contribué à cela. Voilà, c'est simple, divisé par 3. Donc nous on prend, hein, c'est grâce à nous. Bah, c'est pas aussi simple, c'est grâce aux opérationnels, quels qu'ils soient, qui ont porté la démarche, et à l'investissement du comité de direction qui s'est engagé sur le sujet. Avec un président, c'était un petit groupe de 2, 3 sites, qui était vraiment remarquable et qui est à la CCI maintenant de Savoie, sauf erreur de ma part, s'il n'est pas à la retraite. Et puis là, c'est encore un peu exotique, je vais utiliser ce terme-là, mais c'est passionnant. Là, on est plutôt dans le domaine de la R&D, de la production énergétique, donc tout ce qui est batterie pour camions, production énergétique, d'un grand groupe français, vous imaginez, en région parisienne. Là, état des lieux qui montre, et là, vous voyez, c'est juste pour illustrer que ça peut être très spécifique, qui montre en fait qu'il y a plein d'écarts vis-à-vis de tout ce qui est ICP, inspection commune préalable, plan de prévention, lorsqu'il y a interférence avec les entreprises extérieures. Donc, c'est des sites qui font appel à beaucoup d'entreprises extérieures régulièrement, à demeures spécifiques, etc. Et ils ont fait un audit interne et se sont rendus compte que c'était la Bérésina. Donc, pardon, on a fait un état des lieux interne et on s'est rendu compte que c'était la Bérésina. C'est pareil, ils avaient eu un mort sur un des sites il y a 30 ans en arrière. La problématique n'est pas de diminuer le taux de fréquence ou le LTIR pour eux, c'est de ne pas avoir un mort demain, car ils sont sur des indicateurs pastèques. Lorsqu'il faut intervenir des entreprises sous-traitantes extérieures, bah, du coup, les décisions robustes ont été prises sur ce champ-là parce qu'ils avaient vraiment peur, quoi. Parce qu'ils se sont dit, on ne peut pas attendre ça. Je suis intervenu personnellement chez Sanofi, chez les voies navigables de France, sur cette thématique-là, après accident mortel. C'est pas la même ambiance. Donc, partir d'un état des lieux pour aller là-dessus avant, c'est la classe. C'est vraiment la bonne initiative. Après, il faut pouvoir le faire, etc., hein. Il n'y a pas de jugement dans mes propos, c'est pas aussi simple que ça. Ce sont des décisions robustes. Voilà, donc on a formé, on a conseillé et formé les donneurs d'ordre, les préventeurs, enfin, c'était très difficile, et surtout, l'objectif, c'était d'homogénéiser les pratiques. Voilà. Et aujourd'hui, on constate, 3 ans après le début de notre action, qui n'est toujours pas terminée, on est toujours là, pas de la même manière, hein, on met des permanences, on va sur le terrain, etc. Toujours au profit de ceux qui portent certaines choses. Et là, vous avez vu, j'ai dû écrire, on a resserré le dispositif, c'est-à-dire que beaucoup de gens incompétents le faisaient, c'est pas péjoratif dans mes propos, choisis par des managers, et ben on a resserré le dispositif, ils sont moins mais plus compétents et ça marche. Voilà, il a fallu qu'on dise. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc la vraie question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser à vos successeurs et comme image sur votre terrain en tant qu'industriel, entrepreneur. Et puis, bah, si vous êtes prêt à construire votre culture,
d'entreprise, hein. Via la culture sécurité, ben, vous êtes là. C'est comment passer du simple constat à une dynamique d'équipe. Voilà. Sachant que ça ne se décrète pas, ça se construit et ça s'organise. Bon, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez questionner avec nous, Isabelle, Joshua, et puis ma petite personne, si vous avez besoin, selon vous, d'avancer sur les pratiques managériales en vue de faire en sorte que les résultats sécurité s'améliorent et se consolident. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si j'ai été... j'espère avoir été clair à défaut d'être intéressant. Vous allez me confirmer cela. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre présence sur un sujet qui est passionnant. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Avant les questions, je propose de couper l'enregistrement. S'il te Je vais plaît, couper l'enregistrement. Joshua. Merci.